Alors, pour ce 50e marmotte anniversaire, on va dire ça comme ça, nous abordons cette dernière plénière. 50 ans et maintenant, 50 ans et après, sur la question des imaginaires. Les imaginaires étant donc les façons de se représenter les usages de drogue, les façons de les penser aussi, et évidemment, à partir de ça, les façons de les traiter, de les négocier, d'être en lien avec elles. Nous avons choisi pour cette dernière plénière, consacrée aux imaginaires actuels et futurs des usages de drogue, à la fois trois thèmes et à la fois trois médiums pour les penser. Tout d'abord, avec les psychédéliques, la façon thérapeutique. Et on sait que les imaginaires des psychédéliques ont beaucoup varié dans l'histoire. Et la première intervention nous en parlera. Et on verra comment ces drogues anciennes peuvent avoir un usage contemporain. La question de l'image, les drogues dans l'image, au travers de la cinématographie, des séries actuelles. Et enfin, dans la littérature, avec une performance sur un texte original écrit pour cet anniversaire par un auteur actuel. Je vais donner la parole immédiatement à Zoé Dubus, qui est historienne de la médecine, qui devait intervenir avec Vincent Verhoost, mais qui ne peut pas être là pour cause de Covid. Mais Zoé le remplacera au pied levé. Merci beaucoup. On vous écoute. Merci beaucoup. Je suis absolument ravie d'être là. Vraiment, c'est un honneur et cette salle est absolument magnifique. Je sais que Vincent aurait beaucoup aimé être là. Il est très déçu de ne pas pouvoir être parmi nous. On avait prévu une communication à deux voix. Du coup, je vais parler et je vais lire aussi son texte, le texte qu'il avait prévu. Voilà, donc ça sera, je vais faire au mieux dans les circonstances actuelles. Donc moi, je suis historienne de la médecine à Aix-en-Provence et je travaille sur l'histoire des psychotropes en général et plus particulièrement sur l'histoire du LSD. Et donc on va voir là dans cette communication un peu un grand panorama de l'usage thérapeutique des psychédéliques dans le monde. Alors le mot psychédélique d'abord, c'est un terme qui a été proposé par le psychiatre Humphrey Osmond dans sa correspondance avec le philosophe Aldous Huxley en 1956. C'est un terme qui signifie « qui rend l'âme visible ». On appelle aussi ces substances des hallucinogènes ou en France des psychodysleptiques, plein d'autres noms, et chacun de ces termes va avoir un impact sur la manière qu'on a de les considérer. Alors l'administration de ces substances psychoactives n'entraîne pas de dépendance et pas non plus de toxicité ou de risque aigu connu, mais il faut noter qu'il y a des cas de psychose de plus de 48 heures qui ont été rapportés dans la littérature chez des personnes qui présentent des troubles psychotiques. Et puis l'expérience psychédélique, elle peut aussi donner lieu à ce qu'on appelle aujourd'hui un bad trip, donc une expérience de panique intense, qui, si elle n'est pas prise en charge convenablement par une personne qui est qualifiée pour le faire, peut avoir des conséquences néfastes sur le psychisme des individus. Alors bien que l'expérience psychédélique soit ineffable, alors j'ai oublié de vous dire que les psychédéliques les plus connus, c'est la mescaline, le LSD, la psilocybine, la DMT, il y a plein d'autres substances comme ça. Donc bien que cette expérience, l'expérience des psychédéliques, elle soit ineffable par définition, ça veut dire que le langage est incapable de retranscrire vraiment cette expérience-là. On la considère généralement comme un état modifié de conscience transitoire qui se caractérise par de fortes altérations de la perception sensorielle, de l'humeur, de la pensée, de la perception de la réalité et du sens de soi. Les effets des psychédéliques ils vont varier considérablement en fonction de facteurs extra-pharmacologiques, comme l'état d'esprit du sujet pendant la prise et aussi l'environnement dans lequel il se trouve. Et les substances psychédéliques ont été donc consommées traditionnellement à des fins spirituelles, rituelles ou thérapeutiques depuis au moins des centaines d'années par tout un tas de sociétés humaines. Et en Occident, c'est à partir de la fin du XIXe siècle qu'on va s'intéresser à ces substances et qu'on va les étudier au moment où des chimistes vont synthétiser la mescaline à partir du cactus peyote. Alors l'histoire est à la fois passionnante et dramatique de la mescaline. À la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle, des populations amérindiennes ont été esclavagisées, affamées, décimées.
Dans ce contexte, des mouvements religieux messianiques autour de l'usage rituel du peyote sont nés. Des réseaux intertribaux se sont créés, favorisés par l'expansion de ce mouvement religieux, très sévèrement réprimé par les colons américains. Dans le but de faire accepter leurs pratiques, des Amérindiens vont inviter un jour un anthropologue, James Mooney, pour une cérémonie d'ingestion rituelle du peyote. Très impressionné par l'expérience qu'il va vivre, il va consacrer le reste de sa vie à défendre le droit des Amérindiens à pratiquer ce culte. Mooney s'est lié d'amitié avec un chef de tribu Comanche qui s'appelle Cana Parker, et tous deux, ils ont commencé à faire connaître aux Blancs l'importance du peyote. Des médecins occidentaux vont procéder à des expérimentations à la fin du XIXe siècle. C'est à ce moment-là qu'on va donc synthétiser la mescaline, en 1894. Et puis l'un des pères de la sexologie, qui est Henry Havelock Ellis, qui écrit dans le British Medical Journal en 1898 que chaque homme éduqué devrait consacrer au peyote un après-midi au moins, 1 ou 2 fois dans sa vie. Alors Mooney et Parker, ils vont se servir de la constitution états-unienne et de la notion de liberté de culte pour défendre le peyote. Il y a Francis Laflèche, qui est le premier anthropologue d'origine amérindienne, qui va défendre le 21 février 1918 devant la Chambre des représentants des États-Unis le cactus peyote, qui permettait notamment de lutter contre l'alcoolisme. Donc, il s'agit d'un cas d'automédication collective à travers l'utilisation d'une substance naturelle pour soigner les traumatismes, l'alcoolisme et puis aussi restaurer une forme de fierté indigène. Alors en France, le pharmacien Alexandre Rouillet va consacrer sa thèse sur la mescaline en 1926, au peyote plutôt, et il commercialisait des pilules de peyote qu'on pouvait acheter dans des pharmacies sans ordonnance. La mescaline, elle a aussi intéressé Humphrey Osmond, qui a dirigé l'hôpital psychiatrique de Weyburn au Canada, où il a poursuivi des recherches sur le potentiel thérapeutique de la mescaline et aussi du LSD. Il estimait très important de réaliser des auto-expériences avec ses collègues, leurs épouses, avec des amis. À l'origine, il pensait simuler des crises de délirium très minces avec les hallucinogènes pour sevrer des alcooliques dans le cadre des thérapies de choc. C'est un des modèles thérapeutiques de la psychiatrie de ces années-là. Or, son équipe, elle va être contactée par des Amérindiens Cris qui sont confrontés eux aussi aux menaces d'interdiction de leur culte. Donc Osmond et quelques collègues vont se déplacer pour participer à une cérémonie. Et l'équipe peut mesurer les résultats des Amérindiens alcooliques et puis aussi en termes de restauration de l'estime de soi. Ils se rendent compte aussi des vertus psychothérapeutiques de ces substances, et c'est à la suite de la compréhension de la valeur intrinsèque de l'expérience hallucinogène, quand elle est ritualisée et socialisée, qu'Humphrey Osmond va donc inventer le terme psychédélique pour remplacer le terme qui était utilisé jusque-là, qui est celui de psychotomimétique. Le LSD et la mescaline n'étaient plus considérés par lui comme permettant de simuler des psychoses hallucinatoires à des fins expérimentales, mais comme permettant de vivre des expériences extraordinaires qui auraient une utilité thérapeutique en elles-mêmes. Alors le LSD, quant à lui, donc, a été synthétisé une première fois en 1938 par le chimiste suisse Albert Hofmann à partir de l'ergot de seigle. L'ergot, c'est un champignon parasitaire qui se place sur le seigle, qui était utilisé depuis au moins l'Antiquité pour tout un tas de problèmes d'indications thérapeutiques. Et donc il le synthétise en 1938, mais c'est seulement 5 ans plus tard, en 1943, qu'il va se rendre compte par hasard que le LSD a des propriétés psychotropes. Alors c'est des propriétés qui sont très intéressantes pour le laboratoire Sandoz qui embauche Albert Hofmann, et donc ils vont faire toute une série d'expériences entre 1943 et 1947 pour s'assurer de l'innocuité du produit, et ensuite ils vont l'envoyer dans le monde entier à qui en faisait la demande, plutôt des médecins, mais en fait c'est pas nécessaire d'avoir un diplôme de médecine pour en recevoir, gratuitement, pour lui trouver des applications thérapeutiques. Et comme vous pouvez le voir sur le graphique, le LSD a été utilisé dans tout un tas d'indications, je vous ai mis les principales ici. En fait, entre le début des années 50 et la fin des années 60, le LSD, c'est une des substances médicamenteuses les plus étudiées au monde. Alors assez rapidement, il y a des thérapeutes, d'abord en Angleterre, ensuite au Canada, aux États-Unis, et puis ça s'est diffusé dans le monde entier,
qui vont se rendre compte de l'impact des facteurs extra-pharmacologiques dans l'expérience psychédélique et qui du coup vont essayer de modifier les techniques de la psychothérapie assistée au LSD de manière à pouvoir tirer le maximum de bénéfices de la substance. Donc pour ça, ils vont mettre en place tout un tas de petites choses qui vont être résumées ensuite sous le terme de set and setting. Le set, c'est l'état d'esprit de la personne au moment où elle va prendre le produit. Donc on va s'intéresser à sa préparation, notamment les renseigner sur la durée des effets, ce à quoi il faut s'attendre. On va aussi faire en sorte qu'elle soit bien disposée vis-à-vis de l'expérience et qu'elle se sente bien tout au long. Ensuite, il y a le setting, ça c'est le cadre dans lequel ça va avoir lieu. On va organiser les pièces de manière à ce que ça ait plus l'air du salon de quelqu'un que d'une pièce d'hôpital qui serait anxiogène pour n'importe qui, même sans LSD. Et puis, il y a toute une attitude renouvelée du personnel médical par rapport aux pratiques qui se faisaient à cette époque-là, dans les années 50, où on va chercher à mettre en place une alliance thérapeutique. Il faut que le patient ait confiance dans son thérapeute pour que pendant l'expérience, il puisse se livrer vraiment entièrement. Les médecins sont aussi dans une attitude qui n'est pas directive, c'est-à-dire que c'est le patient qui vit son expérience et le médecin est désormais juste là pour le soutenir, l'encourager et le rassurer si besoin. De l'autre côté, on a en fait la plupart des autres thérapeutes qui ont fait usage de LSD dans le cadre de la psychothérapie qui ne vont pas du tout adopter ces préceptes-là du set and setting. D'abord parce que peut-être ils ne les connaissaient pas, étant donné que c'était très peu décrit dans la littérature médicale. Comment est-ce qu'on fait, la méthodologie était très peu décrite. Parce qu'ils ne pouvaient pas le mettre en place dans les structures dans lesquelles ils travaillaient, parce que ça représentait un coût important, ou alors parce qu'ils n'avaient pas envie de remettre en cause les normes de la psychiatrie, leur méthode de travail à l'époque. Donc en fonction du modèle thérapeutique qui était choisi, forcément l'expérience elle allait être différente et les résultats thérapeutiques aussi, parce que dans ce modèle classique, on donnait le LSD comme n'importe quel médicament, donc on ne se questionnait pas du tout sur l'importance de préparer le patient, d'organiser la pièce d'une certaine manière ou d'avoir une attitude différente avec lui pendant la séance. Alors, le principe actif des champignons hallucinogènes du Mexique a quant à lui été découvert grâce à la collaboration entre le Muséum d'histoire naturelle en France et la firme pharmaceutique suisse Sandoz, donc, qui avait déjà synthétisé le LSD. Donc, vous savez peut-être que les premières expériences de la psilocybine ont lieu à Paris, en France, en 1958. Donc, je vais vous le dire tout de suite, ces expériences n'ont pas très bien marché. Et contrairement à ce qui s'est passé en Amérique du Nord, la recherche sur les thérapies psychédéliques n'a pas duré longtemps en France. Les expériences sur la psilocybine en France ont dû s'arrêter vers 1963. Tout d'abord, rapidement, pourquoi ces tentatives d'explorer le potentiel thérapeutique de la psilocybine ont-elles échoué? Je vois trois causes. D'abord, un problème culturel, c'est-à-dire une certaine mentalité commune aux médecins français de l'époque, qui prédispose aux préjugés sur les hallucinogènes. En effet, dans le monde savant français, les hallucinogènes sont communément perçus négativement et pensés selon le paradigme psychotomimétique, c'est-à-dire qu'on pense que les effets reproduisent ceux des psychoses. Par conséquent, ils peuvent difficilement être considérés comme des médicaments. De nombreux psychiatres français pensent encore de cette manière aujourd'hui. Deuxièmement, au début des années 50, la chlorpromazine a été découverte en France et les neuroleptiques allaient connaître leur heure de gloire. Et c'est des médicaments qui ont un mécanisme à peu près opposé à ceux des psychédéliques. Troisièmement, les doses de psilocybine utilisées dans ces essais étaient certainement trop faibles. De plus, aucune attention n'a été accordée à la préparation, au décor et à l'accompagnement, et par conséquent, ça n'avait pas vraiment bien fonctionné. Pourquoi les études cliniques sur la psilocybine dans les hôpitaux français ont-elles commencé dans les hôpitaux français? Parce qu'une fois la molécule identifiée par Albert Hofmann, grâce au mycologue français Roger Heim, donc du Muséum d'histoire naturelle, ce dernier a fait en sorte que la substance soit rapidement testée à l'hôpital Sainte-Anne. Dans cet hôpital, sous la direction du professeur Jean Delay, des essais cliniques ont été réalisés sur 92 volontaires sains et 72 malades mentaux. Les volontaires sains ont permis une étude symptomatologique plus précise. Il faut savoir que les volontaires n'avaient pas du tout le droit de voyager en paix, si je peux m'exprimer ainsi, mais étaient soumis à divers examens tels que des réflexes rotuliens, des tests de Rorschach, des entretiens avec des psychologues, qui les obligeaient à changer de chambre et d'étage. Dans ces rapports, Vincent a remarqué une tendance à une légère dysphorie, et puis il y a des volontaires qui se plaignent de l'attitude des médecins qui les examinent. Et ça, c'est quelque chose que moi aussi j'ai repéré dans les expériences faites sur le LSD en France.
En ce qui concerne les essais sur les malades mentaux, ces patients hospitalisés présentaient une grande variété de maladies mentales, schizophrènes, troubles délirants chroniques, psychoses maniaco-dépressives, arriérés mentaux, névroses, etc. Par l'administration de psilocybine à ces patients, les chercheurs souhaitaient apparemment modifier le tableau clinique initial. La conclusion de la thèse d'Anne-Marie Quétin, qui a été soutenue en 1960, est que l'intérêt de la psilocybine sur les malades mentaux consiste en l'exacerbation des syndromes psychiatriques à des fins diagnostiques. De plus, les psychiatres ont compris que la réminiscence de souvenirs enfouis permettait à un nombre important de patients de comprendre la psychogénèse de leurs troubles. Cependant, après l'administration de psilocybine à ces patients malades mentaux, les auteurs n'ont pas constaté d'amélioration des symptômes, sauf parfois pendant le temps de l'expérience ou alors seulement quelques jours suivant l'expérience. Alors, au cours des années 60, les psychédéliques vont connaître une phase de stigmatisation et de marginalisation croissante à cause de deux grands types de facteurs. Le premier de ces facteurs, c'est celui qui nous vient le plus tout de suite dès qu'on pense aux psychédéliques, c'est un facteur culturel et social. Dans les années 60, il y a toute une partie de la jeunesse américaine qui se rebelle contre la société conservatrice de leurs parents, qui réclament un autre modèle de société, qui vont faire des manifestations contre la guerre du Vietnam, pour les droits des Noirs américains, pour le féminisme, l'homosexualité, etc. Donc tout ça fait très peur à l'Amérique conservatrice. Pour décrédibiliser ces mouvements, l'État et une partie de la presse vont mettre en place tout un discours sur les psychédéliques en disant finalement, ces jeunes, ils ne se rebellent pas parce qu'ils ont une bonne raison de le faire, ils se rebellent parce qu'ils prennent des substances qui sont en train de détruire leur cerveau et de les rendre fous. Donc il y a tout un discours comme ça autour de la folie provoquée par ces substances qui va se développer, qui ne repose pas sur des bases pharmacologiques, mais qui va marcher très bien, ça va faire très peur. Il va se passer ce qu'on appelle une panique morale aux États-Unis qui va ensuite se diffuser dans le reste du monde et jusqu'en Europe, qui va conduire du coup au classement de ces substances en 1971 dans le tableau international des stupéfiants dangereux et sans application thérapeutique. Donc tout ça pour protéger la jeunesse américaine. Le deuxième de ces facteurs, c'est un facteur scientifique qui est vraiment interne au corps médical de cette époque-là. On passe dans les années 60 à un nouveau paradigme qui va être celui de l'objectivité. Ça veut dire qu'on va essayer de mesurer, d'évaluer la sûreté et l'efficacité des médicaments de la manière la plus objective possible. Et donc c'est un système qu'on connaît toujours aujourd'hui, qui est, on va étudier les médicaments en double aveugle contre placebo. Le problème, c'est que les psychédéliques, c'est très difficile de les étudier selon ce modèle-là, parce que si vous donnez d'abord un psychédélique à un patient, très rapidement, le patient et le médecin vont se rendre compte de qui en a pris et qui n'en a pas pris. Et puis ensuite, on a vu que les facteurs extra-pharmacologiques étaient essentiels en fait, pour tirer des bénéfices thérapeutiques. Donc si on exclut tout ça, on n'arrive pas à vraiment prouver d'effet thérapeutique. Donc ce qui s'est passé au cours des années 60, c'est que les médecins qui adoptaient les techniques du set and setting présentaient dans leurs études des résultats qui étaient impressionnants, difficilement crédibles, qui représentaient un coût important et une remise en cause aussi importante des pratiques psychiatriques de leur époque, et qui n'étaient absolument pas reproductibles si on n'adoptait pas ces techniques-là. De l'autre côté, il y avait les thérapeutes qui, eux, adoptaient la double aveugle contre placebo. Leurs résultats chez eux étaient plutôt faibles, voire vraiment négatifs, comme l'a dit Vincent. Et comme moi j'ai pu l'observer aussi, on a souvent des séances qui sont vraiment traumatisantes pour les patients, avec une aggravation du tableau clinique très fort, des patients qui arrêtent de parler pendant plusieurs jours tellement ils ont été traumatisés par l'expérience. Donc forcément, ça paraissait peu thérapeutique pour ces médecins-là. Et puis tout ça se fait aussi sur fond de diffusion dans l'imaginaire collectif de toutes ces représentations sur les psychédéliques qui pèsent très fort sur les médecins. Donc au fil des années 60, les études progressivement s'arrêtent. Vous avez ici une image, une photo que j'ai prise dans les Archives nationales de Paris, où on voit une demande de financement de Jean Thuillier, qui est le psychiatre à Sainte-Anne, qui est le premier psychiatre français à avoir reçu du LSD en 1951. Depuis, il reçoit des financements de l'INSERM chaque année pour continuer ses recherches. Et là, en 1967, vous voyez qu'il y a marqué « non reconduit » sur la feuille. Et donc, c'est vraiment ce qui va se passer un petit peu partout dans le monde. Toutes les études vont très rapidement en fait, s'arrêter à la fin des années 60, au début des années 70. Alors on assiste aujourd'hui à ce qu'on appelle une renaissance psychédélique, c'est-à-dire, c'est un terme qui a été proposé par l'historienne Erika Dick.
Et on refait tout un tas d'études depuis le début des années 2000, notamment grâce au progrès des neurosciences. On a pu aussi faire les premières imageries cérébrales de cerveau sous l'influence de ces différentes substances. Donc il y a un intérêt vraiment renouvelé de toute une partie des scientifiques, en particulier aux États-Unis ou en Angleterre, mais il y a vraiment des études qui se font maintenant dans le monde entier, donc des études vraiment expérimentales, hein, pour mieux comprendre le fonctionnement du cerveau grâce aux psychédéliques. Et puis il y a aussi tout un tas de recherches maintenant pour essayer de reprendre en fait les études qui avaient été faites dans les années 50 et 60 et pour estimer la valeur des psychédéliques dans un cadre thérapeutique. Donc on fait des recherches sur la détresse existentielle, sur les personnes qui sont atteintes de cancer et qui ont des anxiétés très profondes liées à la mort, les troubles anxieux, les dépressions résistantes, beaucoup de recherches aussi sur les addictions. Et on était très en retard en France, là, jusqu'à ces dernières années, sur la reprise de ces études, mais ça y est, en 2022, nous allons voir émerger une première étude sur les psychédéliques en France chez le rat, parce qu'on est obligé de passer d'abord chez le rat, et ce sera seulement en 2024, si ça fonctionne, qu'on pourra passer chez l'être humain. Et donc c'est pour étudier l'effet sur l'alcoolisme. On étudie aussi leurs effets dans les TOC et tout un tas d'autres indications. Voilà. Les psychédéliques, les recherches sur les psychédéliques intéressent aussi beaucoup la population en général. Hein. Vous voyez un graphe là d'une étude de neurosciences qui montre les effets de la psilocybine sur le cerveau, et un des chercheurs de l'équipe qui a produit cette étude-là avec ce graphisme a tweeté en fait ce tag en disant c'est très rare quand même que les recherches faites en neurosciences passent autant dans la population pour qu'on les retrouve comme ça tagués sur des murs. On a aussi le fils de Joe Biden qui raconte dans ses mémoires s'être sorti de ses addictions à la fois à l'alcool et à la cocaïne avec les psychédéliques. Donc le fait qu'une telle personnalité témoigne publiquement en ce sens, ça nous indique qu'il y a vraiment une nouvelle ère de représentation en ce qui concerne ces substances dans la société. Alors malgré tout, il reste des défis méthodologiques, économiques et puis éthiques, hein, si jamais ces produits font la preuve de leur propriété thérapeutique. Les défis méthodologiques, c'est les mêmes que ceux qui existaient dans les années 60, c'est-à-dire que est-ce que notre système de santé actuel est en capacité de mettre en place le set and setting pour un patient donné dans une pièce pour lui tout seul, qui soit décoré avec 2 thérapeutes qui restent en permanence avec lui pendant 6 à 8 heures. C'était déjà pas facile dans les années 60, mais ça l'est toujours pas vraiment pour nous. Donc, est-ce qu'on va vers une modification du système de santé, ou est-ce qu'on va voir apparaître des cliniques réservées à une élite extrêmement chère? Voilà, ça va être un des problèmes de ces prochaines décennies si, encore une fois, ces substances font la preuve de leur intérêt thérapeutique. Puis ça donne lieu aussi à des problèmes économiques, c'est-à-dire que si jamais on ouvre ces thérapies, comment est-ce qu'elles vont être remboursées par la sécurité sociale? D'autant plus qu'il y a tout un tas de firmes pharmaceutiques qui voient bien qu'il y a beaucoup d'argent à se faire là dans les prochaines années avec les psychédéliques, qui sont en train de se positionner pour faire breveter des nouvelles formes d'administration et du coup vendre ces substances beaucoup plus chères qu'elles ne devraient l'être en réalité. Donc voilà, des défis aussi économiques pour les prochaines années. Et enfin, des défis éthiques. Il y a une étude qui est parue en 2017 en France qui montrait qu'un patient sur 2 avait retardé son recours à l'égard d'un professionnel de santé de peur de recevoir des jugements ou d'être stigmatisé, humilié par ce médecin. Bon, bah, avec les psychédéliques dans lesquels les patients sont dans un état de vulnérabilité profonde, eh bien, ces problèmes éthiques-là se posent aussi de manière cruciale. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, à la Société psychédélique française, donc, qui est une association, une société savante qu'on a fondée pour partager en fait, les recherches qui sont faites sur les psychédéliques, on va organiser prochainement, je n'ai pas la date encore, mais une séance sur les problèmes de racisme qu'il peut y avoir aux États-Unis et du coup aussi dans tous les pays en fait, qui vont faire usage de la psychothérapie assistée au LSD, avec la professeure de psychologie Monica Williams. Donc n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux pour être informés de ces événements-là. Et puis du coup, je termine aussi sur la Société psychédélique en elle-même, qui est une réunion de chercheurs, de chercheuses, de professionnels de santé, de scientifiques et aussi de tout un tas de personnes qui sont intéressées par ces thématiques. Donc n'hésitez pas, si vous êtes intéressés, à prendre contact avec nous. Et puis je vous remercie beaucoup pour votre attention. Merci.
Merci beaucoup. Je vais maintenant inviter notre dernier invité, Johan Zarkas, à venir pour une performance. Johan Zarkas est un écrivain qui pratique notamment l'autofiction, qui a écrit, il y a 2 livres assez connus, Panam Underground et le dernier Chems, qui est paru récemment, qui parle du chemsex. Et pour ce 50e anniversaire, il a écrit un texte spécialement pour l'occasion, et il va nous le lire en conclusion de cette plénière. Merci beaucoup Zoé, merci beaucoup Eric. Johan, merci de ta présence. Bonsoir. Vous m'entendez bien? C'est impressionnant. Je vais regarder là. J'arrête le chemsex. J'en peux plus. Non, je peux pas continuer comme ça. J'ai tout perdu, tout, à cause de ces molécules dégueulasses. Si je persiste là-dedans, c'est sûr, je vais y passer. 2 sessions à l'hôpital en 3 mois, franchement, ça craint. 2 surdoses. La prochaine pourra être la dernière. Je dois tout arrêter maintenant. Allez, j'arrête. Je capitule. Ces substances sont plus fortes que moi. Tout est allé tellement vite. Dans mon appartement, je me morfonds. Depuis que je suis seul, c'est le bordel chez moi. J'ai toujours été quelqu'un d'ordonné. J'ai pourtant laissé le chaos s'installer dans cet appart. De la paperasse éparpillée sur la table du salon, des cendriers bondés de mégots par-ci et par-là, et une assiette crade oubliée sur la table basse depuis la semaine dernière. Ça va pas du tout. Là, je dois me reprendre. J'ouvre les volets du salon et aussitôt la lumière m'éblouit. J'ignore depuis combien de temps je vis la nuit dans le noir. Je suis devenu un vampire. Je laisse aérer même s'il fait un peu froid dehors. Ça doit sentir le renfermé ici. Je vais tout recommencer, repartir à zéro. Ranger l'appart, le nettoyer à fond, dépoussiérer ce bordel, merde, me respecter un minimum. Mais d'abord, me débarrasser des produits. Tout de suite. Sans quoi ma tête risque de me jouer un sale tour, me faire croire que peut-être une dernière fois, je pourrais. Mais non, je peux pas. Je m'approche de ma commode, ouvre mon tiroir, coffee shop, là où je range tout mon matos. J'ai terminé la tina, j'aime trop ça. Mais il me reste mes autres substances, alpha PVP, 4-mec, 3-MMC, empaquetées dans des sachets en plastique. Je les collectionne. Je conserve aussi 2 Steribox, un flacon de popper, c'est du GBL. Le GBL, je l'utilise même pas pour les parties, j'en suis pas fan, mais pour m'endormir. Il remplace les somnifères quand j'ai trop d'amphète, de méthamphe ou de coke dans le sang. Je suis grave. Me provoquer des geôles pour trouver le sommeil, mais j'ai vraiment un gros problème. Tout est allé trop vite, j'ai pas vu venir le danger. J'avais rien consommé avant mes 30 ans, rien, même pas un joint. Juste de l'alcool et en quantité raisonnable, et il a suffi qu'une nuit, j'accepte de tester, je dise oui à ces drogues pour en vouloir le week-end suivant, puis encore, encore et encore, jusqu'à ce que je perde le contrôle total de l'appareil. Si seulement cette nuit-là j'avais refusé, si seulement j'avais dit non, si seulement j'avais écouté ma peur, car j'avais peur. J'avais jamais consommé de drogue, alors pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé dans ma tête pour que j'accepte, que je réponde bon d'accord, mais un tout petit peu, une microdose, juste pour essayer. Je ramasse tout, l'alpha, la 3 et la 4 mec, les Steribox, le poppers, le GBL et la pipette. Il me reste un demi-gramme de coke aussi, je l'embarque. Je ramène tout dans la cuisine, me débarrasser de ces cams, en finir pour de bon parce que c'est la merde. Quand j'aurai tout jeté, je ne reviendrai pas sur ma décision, non. Tout jeter, pour moi, c'est un acte symbolique. C'est pas rien de tout balancer. J'arrête de consommer aujourd'hui et je commence une nouvelle vie. Ouais, je jette mon matos, je range mon appart et demain matin, je pointe à Marmottan. J'ai déjà pris rendez-vous à 11h. J'ai jamais consulté pour ça. Je flippe un peu. Je dépose le matériel sur le plan de travail, je jette les Steribox et la pipette dans la corbeille. Adieu, allez vous faire foutre. Le poppers aussi, je m'en débarrasse. Je me suis malmené avec cette merde. Entre mes gerres suronnés, mes bronchites, mes phosphènes et mes maux de tête. Voilà, poubelle. Je me penche au-dessus de l'évier et j'éventre le sachet d'alpha PVP. La dope va rejoindre les égouts, sans quoi je me connais, je suis capable d'aller la récupérer dans la poubelle. Je le sais, je l'ai déjà fait. Sans regret, je vide le sachet,
balance la dope dans l'évier, ouvre le robinet. Voilà, comme ça, c'est très bien, vraiment sans regret. Je me débarrasse ensuite de la 3 et de la 4. Je me suis fait trop de mal. J'ai tout perdu. Ma femme et ma fille, mon taf, mes potes, tout. Ma santé physique et mentale. Je vais pas refaire le monde, réécrire le scénario, mais si seulement j'avais dit non ce soir-là, si seulement j'étais pas allé à cette soirée, j'assumais pas de baiser avec des mecs et je cachais cette vérité à Sabine. Avec les gars, c'était juste de temps en temps, un simple shoot de plaisir. Ouais, c'était purement sexuel. Aucune femme ne pouvait m'offrir ce que je voulais. Ce soir-là, j'avais prétendu une sortie entre collègues. Mais en réalité, j'avais rencard avec un type, un beau gosse, brésilien du nom d'Adriano. On s'était rencontrés sur les réseaux. Les réseaux. Il faut que je supprime les réseaux, à tout prix. Bref, Adriano m'avait donné rendez-vous chez lui dans son appart du 9e. Il était beau, vraiment belle gueule, sportif, belle peau. Il m'a proposé un peu de 3-MMC. Dans un premier temps, j'ai refusé. Moi, consommer de la drogue, jamais. Bon, pas que j'y étais opposé dans le principe, mais j'avais peur. J'ai peur de mon ombre. Alors on a bu. Du champagne. J'étais un peu stressé. Adriano m'impressionnait par son assurance et sa beauté. J'ai bu plus que de raison. 1 flûte, 2 flûtes, 3 flûtes, un shot de tequila. Et là, forcément, je me suis retrouvé désinhibé. Et bien, heureux, en confiance et chaud. Je voulais du sexe, sans retenue, hard, cru. Alors quand il m'a reproposé de la 3, je me suis dit, bon, après tout, je veux pas mourir bête. J'avais plus peur, j'étais bourré. Je voulais aussi faire plaisir à Adriano. J'étais vraiment super chaud. Bon d'accord Adriano, mais un tout petit peu, une microdose, juste pour essayer. J'ai essayé et j'ai connu la nuit la plus intense de toute mon existence, l'extase. Une puissance pareille, bordel, ça n'existe pas ailleurs. Un orgasme continu, un truc de dingue. Une jouissance multipliée par 3, 5, 10, peut-être plus. C'était fou, sans retenue, bestial. On a fait des trucs que jamais j'aurais imaginé faire un jour. Cette excitation, mon Dieu, du hard, du cru, encore et encore, sans fin, sans fatigue, du sexe venu des tripes, hard encore et encore, rien qu'à m'en rappeler. C'était le rêve, finalement, c'était aussi le début du cauchemar. Obsédé par cette expérience, j'ai accepté de remettre le couvert 1 semaine plus tard avec le même partenaire. Cette fois-ci, Adriano m'avait fait fumer de la tina. Une fois de plus, du cru, du hard, aucune limite. Un plaisir multiplié par 3, 5, 10. Et j'ai remis ça, avec un autre type. Un autre encore, et un autre. Puis j'ai intégré les partouzes. J'ai tourné avec je sais pas combien de mecs tout au long de mes nuits, et j'ai continué à baratiner Sabine pour justifier mes absences. Je me suis réinventé une vie. Avec mes mensonges en cascade, comment j'ai pu penser un instant qu'elle me croirait longtemps? J'ai fini par lui raconter que je devais travailler de nuit certains week-ends. Un employé de mairie travaillait de nuit le week-end. J'y suis allé un peu fort. Qu'est-ce que je suis con. J'aurais pu faire preuve d'un peu plus de créativité. Mais j'avais plus que le produit en tête. Je pensais qu'à mes parties and play, sortir de ma routine en quête de l'orgasme suprême et artificiel. Puis les partous se sont éternisés, prolongés parfois pendant 48 heures, et il a fallu que je monte encore davantage, que je m'enferme dans la spirale du bluff. Penché au-dessus de l'évier, les cristaux et la poudre disparaissent sous mes yeux. Adieu, alpha, 3, 4 mecs, CC, terminé. Ça y est, enfin, j'ai tout balancé. Sauf les benzos. Je les garde, je risque d'en avoir besoin. Mais fini les plans Kemps, j'ai trop dégusté. À la maison, ça a commencé à sentir le roussi. Sabine m'a fait « Écoute, je te sens pas du tout, je sais que tu me caches quelque chose. » Mais non, Sabine, je te jure que non. Sur la tête de Cléa. Je regrette ce jour-là de lui avoir menti. Peut-être, je dis bien peut-être, que j'aurais limité la casse en passant aux aveux, en admettant mon impuissance, en implorant son aide. Elle aurait peut-être pu comprendre. Mais non, je lui ai répondu, je te jure que non, sur la tête de Cléa. Elle m'a pas cru, mais elle a fait comme si. Elle voyait bien que j'assurais plus, qu'elle ne pouvait plus compter sur moi. Je m'occupais mal de ma fille, tout était mécanique, seul le sexe chimique occupait mon esprit. Quand j'avais passé mon week-end dans Partouze, je me retrouvais à l'ouest les jours suivants. Un matin, en accompagnant ma fille à l'école, j'ai manqué de vigilance et Cléa s'est fait renverser par un vélo. J'étais en descente. Puis, il m'est arrivé d'oublier de récupérer ma fille à l'école.
Sabine m'a quitté 9 mois après ma première soirée chemsex avec Adriano. Sur le coup, je me suis senti soulagé de cette rupture, libre de me défoncer autant que j'en avais envie. J'ai honte d'avoir pensé ça. Aujourd'hui, je me sens seul comme jamais, je donnerais tout pour retrouver ma vie d'avant. Après la rupture, j'ai déconné au boulot. Je m'absentais souvent, de plus en plus, prétextant une maladie chronique, un problème familial, parce que la veille, même si je m'étais promis de rester chez moi, j'avais pas su refuser un plan Kems. Je suis impuissant devant la drogue, incapable de modérer. Je suis dans le tout ou rien, alors ça sera rien. Terminé pour de bon. À présent, mes produits se promènent dans les égouts. Je décroche. Bon, je sais que les jours, les semaines, peut-être les mois à venir seront difficiles. Je vais devoir serrer les dents, mais j'ai plus le choix. Je risque de terminer à la rue en HP, seul, peut-être de mourir. J'ai plus de thunes, je suis fauché. J'ai tout dépensé dans les produits, dans le sexe tarifé. Je disais, le départ de Sabine et de ma petite m'a plongé dans une profonde solitude. Alors j'ai consommé davantage. Et j'ai vrillé dans la parano. J'ai arrêté de répondre aux appels de mes parents, de ma sœur. J'ai ignoré mes amis qui me suppliaient de leur parler, de faire quelque chose. J'étais aigri. J'avais l'impression qu'on me persécutait, qu'on m'infantilisait, qu'on voulait me contrôler, me faire chier. L'enfer, c'était les autres. Il a suffi qu'un collègue m'adresse une réflexion désagréable pour que je me jette sur lui et le frappe dans la mairie. Alors on m'a licencié pour faute grave. Et j'ai continué à consommer, encore et encore, toujours plus. Puis je me suis retrouvé à l'hosto après une partouze, il y a tout juste 3 mois. J'avais consommé d'énormes quantités de poudre. Mon cœur palpitait à 100 à l'heure et je vomissais. J'ai terminé la nuit aux urgences et au petit matin, je suis rentré chez moi et j'ai tapé de la 3MMC devant des films porno à mater des mecs qui se lamaient. Il y a 6 jours, j'ai récidivé et les pompiers m'ont accompagné à l'hôpital, infarctus. Voilà pourquoi je baisse les armes. Parce que j'ai pas le choix. Ça va me tuer, le chemsex va me tuer. Je vais en crever, c'est sûr. C'est dingue quand j'y pense. J'étais le type lambda, je me retrouve toxicomane, isolé, à vivre dans une porcherie. Stop, j'arrête les frais. J'ai plus le choix, mais je dois positiver, en tout cas essayer. Bon, prenons le bon côté des choses. Un nouveau mode de vie s'offre à moi. J'ai touché le fond, je peux que remonter la pente. J'ai balancé ces substances. Je vais dès aujourd'hui me reprendre en main, me coucher tôt, prendre soin de moi, voir un psy. J'attends beaucoup de mon rendez-vous à Marmottan demain matin. Je compte ensuite partir en cure. Je veux revoir ma fille, mais dans cet état, c'est impossible. Je me sens bizarre. Vide. Ça va sans doute être dur, mais c'est mieux comme ça. Sur les forums, ils disent que le temps fait son œuvre, que je vais me rééduquer, que mes fantasmes et mes obsessions vont me quitter. Alors j'ai juste besoin de volonté, de serrer les dents et de prier en attendant que ça passe. Ça va passer, j'ai de l'espoir. J'y crois, je vais me reconstruire, ça va le faire. Je regagne mon salon, me pose sur mon canapé. À présent, je dois supprimer les réseaux, les scruffs et les grinders, les Roméo. Je vais me procurer un vieux téléphone, un 3310, pour me tenir loin de la tentation. Je sors mon portable de ma poche, constate justement que j'ai reçu une notification. Ça n'arrête pas. Dans un premier temps, bloquer les applis, les plans cul, les dealers et compagnie qui rapporté de ces réseaux, je suis comme un ours devant un pot de miel. Me tenir loin des technologies, du net et du porno. Me remettre à lire, me remettre au sport, trouver un taf. Je compte bien prendre le taureau par les cornes. J'ouvre mon appli, histoire d'eux, juste pour voir qui m'a snipé. La vache. Adriano, mon tout premier plan Kems. Le même qui m'a initié à cette pratique. Coucou, comment tu vas? On se voit? Je l'ai cherché longtemps, car il avait disparu des réseaux, et c'est avec lui que mon orgasme a atteint le summum de l'extase. Normal, c'était ma première fois. Mais non, je vais le bloquer lui aussi, même si la tentation est grande. Non, car j'ai décidé de décrocher. Je veux me sortir de cet enfer. Non, car je viens de tout jeter, j'ai pas fait tout ça pour rien, et puis j'ai rendez-vous demain matin à Marmottan pour régler mon problème et sortir de cette impasse. Non, 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 même si c'était le kiff avec Adriano, même si je pourrais refaire plein de trucs avec lui, et même si je suis pas prêt de remettre le couvert avec un gars aussi beau et chaud. Je jette un œil sur sa fiche, sur ses photos, sur son corps, ses abdos dessinés, son visage au trait parfait, sur sa queue. Mon Dieu, avec lui, je pourrais faire de ces trucs.
Hein? Tu viens à la maison? Il insiste. J'ai de la tina. Il a de la tina, l'enfoiré. De la tina, bordel, j'adore la tina, mais je peux pas comme ça changer d'avis aussi vite, me rétracter alors que je viens de tout jeter et que j'ai pris cette décision radicale. Bon, bien sûr, c'est pas une nuit qui changera la donne, mais j'ai rendez-vous demain matin. Ok, je pourrais prendre un autre rendez-vous, c'est pas ce qu'il y a de plus compliqué, mais je peux pas être si faible. Mais ça pourrait être tellement hard avec lui, tellement cru, tellement intense, dur, j'ai envie de sexe, et il est chaud, et je suis chaud, à la limite, je peux passer ma dernière nuit de baise, une nuit intense, explosive, l'apothéose avant de tout arrêter parce que j'ai tout perdu. Allez, juste une dernière fois, après j'arrête. Je réponds à son message. Ok, j'arrive. Merci. Merci. Merci beaucoup, Johan, pour ce texte. Et sache, on peut venir sans rendez-vous. Bien, j'invite maintenant Mario. Merci. On arrive à la conclusion de cette journée. Et alors, pour la conclusion de cette journée, avant de vous dire un petit mot, on a demandé à Fantasio, qui est un artiste musicien, qui a assisté à la journée, de venir faire une conclusion non définitive. Comme vous voulez, vous pouvez rester si vous voulez. Ouais. Et Fantasio, tu es où ? Alors Fantasio, c'est une rencontre avec un univers, une rencontre où on a tout de suite senti des sensibilités communes. Ah, bonjour. Ça va ? Donc les montagnes sont plus proches du violon parce qu'elles sont aériennes. Et c'est ce qu'on aime à dire, s'élever, on pense à s'élever, et on pense rarement à mourir, ce qui serait la moindre des choses, une quinzaine de fois dans la journée. J'ai fait beaucoup de colloques à Toulouse sur ce sujet, c'est-à-dire que des petites morts une quinzaine de fois dans la journée permet des formes de réconciliation avec le fait de ne plus avoir d'identité du tout. Et j'aimerais qu'à l'avenir, sur le boulevard Barbès, on puisse s'autoriser à interpeller des personnes et à leur dire « Je voudrais que pour moi, tout de suite, vous ne deveniez plus rien du tout », que vous fassiez table rase de toutes les petites formes d'injonction que vous avez reçues et qui vous a rétréci le champ de vision. Et j'aimerais vous offrir, excusez-moi, je ne vous connais pas, est-ce que je peux plonger ma main derrière toutes les couches d'étouffement que vous avez soigneusement placées par-dessus tous les mondes antiques très larges qui vous constituent? Est-ce que je peux faire ça ou pas? En fait, je vais juste plonger ma main tout au fond et je vais juste remuer un petit peu la vase. Faut juste que je commence à sentir la matière vraiment gluante. Il faut que ma main elle arrive jusqu'à là où c'est vraiment de la terre battue, très moite, très douce, très ancienne, aux pousses multiples, chacune des petites pousses comme des petits têtards inversés qui sont tout au fond de vous-même, donnent des petites clés qui permettent d'accueillir les peurs, d'accueillir les angoisses comme des grandes sœurs qui ont fait un grand voyage. On les laisse arriver, on ne leur met pas la tête sous l'eau. Chaque peur, quand on lui ouvre le ventre, est munie d'un millier de boîtes à outils qui permettent de se laisser partir dans des couloirs souterrains et pour ressentir ce qui venait chatouiller par en dessus, par derrière. Il y a eu un moment, une petite intervention d'un monsieur qui a fait du mal armé et qui parlait de... Il faut que je retrouve mes notes. Il y a eu... Bon, en fait, entre Nation et Pigalle, ça tombe bien, ici on arrive presque à Place Clichy, c'était les trajectoires de recherche des pharmacies de nuit en 1986. 7, 8. C'est-à-dire il y avait une pharmacie de nuit à Nation, mais il ne fallait pas s'être fait griller plusieurs fois pour y aller. Je me souviens de Pinard, Nicolas, Skinhead,
qui était fan du PSG pour se consoler de la distance que son père socialiste à Port-Doré avait mis avec lui. Et il traînait au PSG et il est devenu skinhead. Et après, il a fait 1 an de tôle parce qu'ils avaient torturé un hard rocker en Seine-et-Marne, je crois, avec Bruno Tolbiac, c'était le chanteur des Tolbiac Toads, qui était skinhead aussi. Et après, ils sont sortis de prison, ils se sont mis à traîner avec des punks, pas mal, et des arabes. Et moi, j'étais devenu leur logo. Et j'étais très fier d'avoir des mutants tout autour de moi qui prenaient tous les produits. Et Nicolas, qui se faisait appeler Pinard dans le milieu skinhead, mais quand il est sorti de prison, c'était Nicolas. Donc il était devenu plutôt anarchiste. Et puis les skinheads à l'époque, c'est très dur à expliquer aujourd'hui. C'était être dans la rue. Et c'était pareil pour les punks et pour tous les gens qui traînaient dans la rue. C'est-à-dire, c'est faire de la rue un grand appartement. C'est-à-dire continuer à traîner dans la rue jusqu'à ce que la rue que Paris, par exemple, ou Limoges, ou Rennes, qu'il n'y ait plus de frontières. C'est-à-dire que soit un grand appartement qui fasse ressentir la recherche de cette terre battue antique dont monsieur parlait à l'instant. C'est-à-dire que toutes les séparations de classes sociales et les séparations qu'on a chacun dans le corps, les segmentations, les fausses images qu'on a de soi, étant persuadé que tel trait de caractère, ça viendrait de notre père, de notre mère, tout ce qui s'est figé recommence à s'effriter comme un grand paquet de gâteaux. Ça me rappelle que la mère de Godzilla, qui traînait beaucoup avec la mère de Gargantua, est arrivée sur la place de la Concorde et elle a aperçu l'obélisque. Et elle l'a détaché très délicatement par en dessous. Et elle avait eu la veille beaucoup d'empathie pour quelqu'un. Et cette empathie trop forte lui avait créé des troubles. Et elle s'était mise à manger beaucoup avec des gens en oubliant que la nuit et le jour existaient. Et du coup, elle avait encore quelques petites, des petits fils, pas vraiment de saucissons, mais de divers produits. Donc elle prend l'obélisque de la Concorde et elle s'enlève tous les petits bouts qui traînent entre ses incisives. Et c'est tout à fait vrai, c'est-à-dire qu'obélisque en grec ancien veut dire cure-dent. Et ça permet de désacraliser tous les esprits phalliques qui figent à l'intérieur l'idée précise de ce qu'on est en fait. Donc des petits cure-dents disposés sur les comptoirs des restaurants chinois. On arrive avec Nicolas Pinard. Et lui, sa spécialité en ce moment, c'est le Gamma OH. C'est des grandes boîtes bleu clair avec des capsules dedans qui rappellent un peu les capsules de 72, 75, 76. C'est-à-dire, c'est du verre et puis on casse. Et puis après, on casse l'autre en s'étant mis déjà l'autre petite partie dans la bouche. Donc on casse la deuxième là. Et là, le liquide coule. Et là, on se retrouve sur des escaliers dans un état de coma. Alors lui, il était assez fier parce que le Gamma OH, il y a lui qui connaissait ça, il disait c'est un anesthésiant pour les chevaux. Et il était ou pour les cancéreux. Il était très fier, il disait là je suis passé à 12 boîtes, 13 boîtes par jour et par boîte il y avait à peu près 12, 13 petites capsules, quoi. Donc le truc c'était d'expérimenter et surtout de faire en sorte que son propre corps devienne un territoire gigantesque de recherche et d'expérimentation. H-E-N-R-I. Plus loin. M-I-C-H-A-U-X. S-A-I-T. Q-E. C-E. S-O-I-R. S-E-R-A. E-N-C-O-R-E. A-B-O-M-I. N-A-B-L-E. I-L. A-T-T-E-N-D, L-E-S, A-N-G-O-I-S-S-E-S, A-V-E-C, I-M-P-A-T-I-E-N-C-E. E-V-I-D-E-M-M-E-N-T, I-L-N-E-S-A-I-T, P-A-S,
E-X-A-C-T-E-M-E-N-T, C-O-M-M-E-N-T, E-T, A, accent grave, pardon, Q-U-E-L, A, accent grave, pardon, R-H-Y-T-M-E, E-L-L-E-S, V-O-N-T, A-R-R-I-T-E-R. Ce soir, Henri Michaud vient de confectionner des petits coussins violets qui permettent d'accueillir les angoisses qui tombent en rafale. Et il sait que dans chaque angoisse fera une petite tache d'huile mauve à son atterrissage. Mais aujourd'hui, il a décidé de confier la réception de chaque angoisse par un petit méidosème. Les méidosèmes sont des créatures assez proches des créatures sylvestres japonaises ou des yokai, blanches avec deux petits yeux noirs qui fait ressortir leur tête en porcelaine. Et à chaque fois qu'une angoisse arrive, un méidosème s'avance et il présente le petit coussinet violet qu'Henri Michaud vient de confectionner. Et chaque méidosème vient dire à Henri Michaud une petite phrase à l'oreille. La nuit, quand tout était rétréci, la nuit, tout s'élargit. Deuxième méidosème. Saveurs anciennes des monstres anciens qui donnent si généreux à l'inconnu la main et accueillent d'une empathie furieuse et véritable les vérités données, camouflées sous la table, cachées sous des années de macronisme nouveau, qui recouvrent chaque traumatisme étincelant d'une marque de normification instantanée qui fait que je me retrouve tout... Et là, Henri Michaud, ça le gonfle et lui demande de s'interrompre. Et puis chaque méidosème fait une petite prière, chacun leur tour. Henri Michaud se redresse et il se dit, je ne sais pas trop ce que je vais faire comme métier, mais une chose est sûre, je suis très étonné que chacun ne veuille pas faire ça à plein temps. Une seule chose est sûre, je passerai ma vie à l'introspection. Merci, merci Fantasio de nous avoir amenés dans ton imaginaire. Je crois qu'on a très bien vu tous les liens avec la journée qu'on vient de passer. C'était tout à fait clair et voilà. Merci beaucoup. Merci pour cette journée. Merci d'avoir été là. Merci pour cet anniversaire. Alors ça continue demain avec les portes ouvertes. On vous en a parlé. Dans les pochettes, vous avez le livret. Dans les enveloppes qu'on vous a données, là, vous avez le livret des portes ouvertes avec le programme qu'on a concocté. Je voulais vous donc remercier aussi l'équipe de La Cigale qui nous a accueillis, bien sûr. Voilà. Remercier l'équipe de Marmottan qui a beaucoup œuvré pour ça. Et tout particulièrement Aurélie Wellenstein qui est là, superbe Aurélie, bravo. Elle a vraiment fourni un travail énorme. Elle a centralisé toutes les inscriptions. Je pourrais raconter tout ce que tu as fait, mais c'était vraiment énorme. Il y a 3 autres personnes qui ont beaucoup contribué à ça, qui sont les cadres de Marmottan. Alors, il y a Nathanaël Loten, Nathanaël qui voilà. Il y a Sylvain Castello qui nous a rejoint depuis peu et qui a beaucoup œuvré pour préparer 50e. Ça va. Pierre-Alexandre, Pierrot aussi. Merci beaucoup. Et puis,
Tous ceux qui ont participé pour l'accueil, tout le monde de l'équipe, alors j'ai toujours peur d'oublier du monde. Merci aux institutions, au GHU, à la MILDECA, à la DGS, enfin tous ceux qui nous ont soutenus, à la mairie de Paris. Merci aux intervenants qui étaient là, qui ont participé aujourd'hui. J'espère n'oublier personne. Vraiment, c'était un bon moment et ça va continuer encore donc ce week-end. Merci encore et voilà, à bientôt.